Je suis ici pour vous dire quelques mots d'introduction. Pasolini m'envoie pour vous rappeler, avant tout, que lui, quand il écrit, il ne peut se servir que des expériences qu'il a déjà faites. Non de celles qu'il est en train de faire ou qu'il fera. Il espère, à vrai dire, que son passé n'est pas encore tout à fait révolu et qu'il pourra lui servir. Et par-dessus tout, il s'excuse auprès de ceux qui, ici présents, dans ce théâtre, connaissent si bien les possibilités du futur. Seules les personnes saines et sans douleur peuvent vivre tournées vers le futur. Les autres Malades et pleines de douleur, sont là, au milieu du chemin, sans certitude. sans conviction. Et encore toujours, au moins en partie, victimes du conformisme et des dogmes d'une histoire encore plus vieille contre laquelle ils se sont tant battus. Si par la suite, ils participent aux nouvelles luttes, ils le font sans foi Sans optimisme. et avec des drapeaux qui pendent comme des haillons. C'est ainsi, du moins, en cette nuit de 1967. Voilà. 1967, la La nuit. nuit. Où suis-je? Tu es sur ton lit. Ça, c'est mon lit? C'est ton lit. Comment? Tu ne le reconnais pas? Non, je ne l'ai jamais vu avant maintenant. Ne plaisante pas. Et toi, qui es-tu? Rosaura. Je suis Stella. Ta sœur Stella. Ma sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Au secours! Au secours! Par pitié, au secours! Qu'est-ce qui m'arrive? Sortez-moi d'ici! Sortez-moi! Que dis-tu, Rosaura? Où veux-tu aller? Et pourquoi veux-tu t'en aller? Au secours! Au secours! Je ne t'ai jamais vu! Qui es-tu? Va-t'en d'ici! Va-t'en! Je ne t'ai jamais vu! Tu me fais peur. Tu es un fantôme. Je n'ai jamais vu ces yeux, cette bouche, ces cheveux, ce visage qui me colle dessus. Va-t'en! Ne m'embrasse pas! Ne me touche pas! Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Cette nuit? Mon Dieu! Mais hier, je n'étais pas ici, moi. Je n'y ai jamais été. Je ne reconnais rien de ce qui est ici. Hier soir, tu étais ici, dans cette maison, avec moi. Avec ton père. Avec ta mère. Mon père? Ma mère? Je n'en sais rien, moi. Rien. Je suis étrangère à tout ce qui est ici. Moi, je m'en allais loin. Je m'en allais là d'où je suis venue. Ça suffit, Rosaura. Tu as toujours été saine d'esprit. Maîtresse de toi-même, Une fille comme moi. comme les autres. Finissons-en avec cette histoire. Comment t'appelles-tu? Je te l'ai dit. Stella. Rosaura, arrête cette plaisanterie. Comme tu es belle. Quelle peau délicate. Et pourtant ferme. Comme elle est élégante. La vague négligée de cheveux qui te tombe juste sur l'œil. Et cette robe blanche, en soie, qui couvre un corps qui n'a sûrement jamais rien connu de moins précieux. Et le lit aussi, le lit. On dirait une nacelle d'or amarrée à la rade d'un monastère. Oui, nous sommes riches, Rosaura. Notre père possède tant de terres autour de Madrid qu'il pourrait construire une autre Madrid. Et chaque jour qui passe, les terrains à bâtir prennent de la valeur. Le temps travaille pour nous. Et pourquoi alors je ne reconnais pas le lin de ces draps, le brocart de ces couvertures? Ou si je les reconnais, c'est comme si je les avais seulement imaginés. Ce n'est pas vrai. Maintenant, il faut en finir avec ce délire. Ça fait 20 ans que tu dors dans ce lit. Ces rideaux aux fenêtres, miraculeux. Des rideaux pareils, on ne peut en avoir qu'en rêve. Je leur suis étrangère. Leur prix n'est pas dans mes souvenirs, ni dans mes habitudes, ni même et de loin dans mes possibilités. Et ce tapis? Et ce parquet? Tout ceci ne m'appartient pas, parce que je ne connais ni la richesse, ni rien de ce qui est lié à la richesse. Rosaura, essaie de m'aider maintenant. Quelque chose a vacillé dans ta raison et commence hélas à vaciller aussi dans la mienne. Notre duo est absurde. Essaie de te concentrer. Cette nuit, de quoi tu as rêvé? Je n'ai rêvé de rien, c'est ça qui est un rêve. Mais étant donné que moi, je sais que ce n'est pas un rêve, puisque je suis ta sœur et que j'ai vécu ta réalité avec toi, il faut que tu essaies au moins de poser par l'absurde que ceci n'est pas un rêve. Faisons comme si c'était un jeu. Quel jeu?
Faisons comme si tu ne reconnaissais vraiment pas ce lit où tu t'es réveillé ce matin, ni moi, ta sœur, ni cette maison qu'on appelle en famille pour rire le palais d'hiver, ni le reste. Et ensuite? Toi, tu fais donc comme si tu faisais semblant de ne rien savoir du monde où tu t'es réveillé ce matin, où tu es, où tu vis, et moi, je ferais comme si je devais t'expliquer comment sont les choses. Et dans quel but tout cela? Parce que personne ne viendra jamais te libérer. Même si tu criais au secours jusqu'à demain et jusqu'en perdre le souffle. Et moi, je ne pourrais pas ne pas être ta sœur, même si tu le niais jusqu'à la mort. Pareil pour ces meubles, cette maison. Notre père, notre mère, notre frère Pablito, qui joue dans les jardins du palais d'été. Et alors ainsi, tu resterais étrangère à hurler toute ta vie. Voilà pourquoi tu dois faire semblant et écouter comme un jeu toutes les explications que je te donnerai sur cette vie. Non, je ne veux rien savoir, je ne veux rien apprendre. Je veux seulement m'en aller là d'où je suis vraiment. Il y a un anneau sur la commode. Un anneau d'or, ancien. Car notre mère Doña Lupe l'a hérité de sa mère Doña Rosaura, comme toi, qui à son tour l'a hérité de sa mère Doña Agostina Inguez de Aguado. Et de mère en mère, de Doña en Doña, nous pourrions remonter au moins au temps de Velázquez. En fait, tu peux voir des exemplaires conformes de cet anneau Prado, dans le tableau des Ménines par exemple. Voilà expliquer la couleur entre le rouge, le violet et le rose, de la pierre enchâssée dans un petit château oblong, et asymétrique comme les jupes des reines de ce siècle-là. La première chose que tu as toujours faite chaque matin, c'est de passer cet anneau à ton doigt. Passe-le. 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 Doña Lupe, comment va votre fille, Rosaura? Oh, ma chère Doña Astrea, elle est complètement rétablie maintenant. Ma fille s'est réadaptée à sa vie. Ça a dû être un mauvais mois pour votre famille, ce mois-ci. Et pour tous ceux qui vous aiment aussi. C'est tout à fait ça, Doña Astrea. Mais 15 jours dans notre maison de Cocoyudo et 15 autres jours dans le palais d'été, dans les jardins de Rosas Birrias, ont suffi à Rosaura pour redevenir celle d'avant, dans son monde. Pas vraiment le sien. Je t'en prie, ne retournons pas le couteau dans les vieilles plaies. Nous sommes des amis, de vieilles amies, Lupe. Nous avons grandi ensemble dans la vieille Espagne d'avant la guerre civile. Tout enfant, nous avons échappé ensemble à la mort. Et nous avons ensemble espéré une victoire qui a fini par arriver. Et dans le temps de cette victoire, ensemble, nous avons construit une vie victorieuse. Alors, pourquoi ces pudeurs entre nous? Ce n'est pas par pudeur, Astrea. Il y a des souvenirs que je préfère ne pas avoir. Comme tu veux, Lupe. Mais sache que tu as tort. Nous sommes de bonnes catholiques. Donc nous avons le réconfort de la confession. Mais, outre le fait d'être catholiques, nous sommes aussi des nobles. Et en tant que nobles, nous savons qu'il existe aussi une autre façon d'absoudre, une thérapie à laquelle suffisent la mémoire et la conscience. Ne recommençons pas avec ton juif. Je ne veux pas écouter. Parce que ton juif à toi, il n'était pas absous et reçu par la société arienne d'Espagne, peut-être? Cela n'empêche pas que Himmler aurait pu le faire crever comme tous les autres, et qu'il aurait bien fait. Ça, ce sont des discours qu'on peut tenir, là où il n'y a pas d'opposition, chère Lupe. Mais es-tu certaine qu'ici, en Espagne, il n'y ait pas d'opposition? On peut même plus être raciste comme autrefois. Le problème de Rosaura est un problème que tu dois regarder en face, parce que c'est ton passé tout entier. Et sans ordre dans le passé, ma chère Lupe, il n'y a pas de tranquillité dans l'avenir. Nous avons toujours vécu dans le climat de la victoire. Nous. Mais réfléchis à la mort de notre guide à tous, le Codillo Franco. Ce climat de victoire continuera pour nous. Mais il sera nouveau. Et nous devrions alors rester à la traîne. Maman! Ma petite fille, Je suis tout en sueur. d'où venez-vous? Dites bonjour à Doña Astrea. Bonjour, Doña Bonjour, Astrea. Doña Bonjour Astrea. les enfants. Et d'où venez-vous avec tant d'enthousiasme? Du Prado. Nos yeux sont pleins de Velázquez. Pardonnez-moi. Doña Lupa? Paix. Il y a un gars à côté. Monsieur. Et que veut-il? Il dit qu'il veut vous parler.
vous parlez. Comment? Comme ça, sans s'être annoncé auparavant? Dois-je le renvoyer? A-t-il dit comment il s'appelait? Sigismond. Sigismond? Qui est-ce, maman? Qui est ce maman? Taisez-vous, vous. Qu'est-ce que je fais, Astrea? Quand on parle du loup, Bon, je fais quoi, moi? Moi, je fais quoi? fais-le entrer. On ne met pas les fantômes à la porte. Faites-le entrer. On fait entrer le fantôme. Bien, madame. Mais qui est ce Sigismond? Ce monsieur Sigismond? Un ami de votre père. Bonsoir, mesdames. Donia Lupe, bonsoir. Oh, Donia Astrea, waouh. Bonsoir. Puis-je vous présenter mes filles, Sigismond? Voici Rosaura, l'aînée, et voici Stella, la seconde. Pablito, le petit, est encore à la campagne, chez sa grand-mère. Je suis très heureux de vous voir, chère Stella, chère Rosaura. De Stella, on peut dire que c'est Basilio en personne, sous la forme d'un ange, naturellement. Le visage de Rosaura, par contre, est un vrai mystère. Vous venez de très loin, Sigismond? Je sais que depuis longtemps vous n'êtes pas revenu en Espagne. Oui, cette fois, les keufs m'ont laissé passer. Qui sait pourquoi? Les keufs? N'oubliez pas qu'il y a des enfants ici. Ah, les enfants. Sachez, les enfants, que bien que j'utilise le mot keuf, je suis noble, moi aussi, même si c'est avec une part de sang juif. Oh, de toute façon, catholique de religion, bourgeois de culture. J'ai tous mes papiers en règle et pas grand-chose de différent. Vous avez fait bon voyage? Chère Donia Lupe, mon air vaguement menaçant, ou pour le moins dangereux, est dû simplement à l'émotion, au devoir de la cacher. D'où ce discours amer et spirituel, vaguement brechtien ou surréaliste. Mon amitié avec Buñuel remonte au temps du surréalisme. Donia Lupe, vous avez un œuf à la place d'un œil. Oh, et les mains de Donia Astrea sont des rameaux de citronnier. Oh là, vos filles portent l'une le poète Machado dessiné avec des moustaches qu'il n'a jamais eues, et l'autre l'écrivain Unamuno sur le sein, sans moustache et avec des yeux d'orange. J'ai passé mes derniers mois d'exil au numéro 82 de la Via Garibaldi, une rue de Rome derrière le Ponte Sisto, avec des vieux pavés et une vieille odeur d'étable, avec les casernes rouges des carabiniers et les maisons basses à 2 ou 3 étages, entre lesquelles les murs délabrés se souviennent du passé. Un passé qui est resté à moisir dans un rêve de poussière et d'obscures pailles séchées. Et où iriez-vous maintenant, Sigismond? J'étais seul dans l'avion. Et ainsi, en regardant sous moi cette grande assiette jaune qu'est l'Espagne, j'ai pu pleurer librement. Les parcelles de terre jaune, ces rectangles jaune pâle, et les parcelles carrées, marron ou vert sombre, mais d'un vert de bronze et vide, se succédaient à l'infini, sans changer. D'une région à l'autre, de longues routes brunes zébraient l'échine de nos montagnes, chacune en forme de vulve. Mauves étaient ces villages et ces petites villes. Et je pleurais ainsi, comme un poète le long des rives du Douro, et mon âme pendait comme une chemise dont les pans sortent des pantalons. Et qu'est-ce qui vous rendait triste? Quel âge me donnes-tu, petite Rosaura? Environ l'âge de mon père et de ma mère, bien que vous me paraissiez plus jeune. Ah, merci. Oh, toutes ces années, moi je les ai vécues comme une farce. Farce? Oui, je devais vivre à Madrid, mais je me suis barré et j'ai vécu un peu ici et un peu là, en bourlingueur. Je devais gagner un combat, au lieu de ça, hop là, je l'ai perdu. Je devais avoir toute une série d'amour espagnol, et à la place, bon, grâce à d'habiles stratégies, j'en ai eu d'italiennes, françaises, anglaises et américaines. Vous ne nous avez pas encore dit où vous allez vous établir. Je choisirai un endroit purement symbolique. Je ne m'occuperai ni du climat, ni du confort, et encore moins de la mondanité. Je m'établirai dans un village ou dans une ville, choisie selon une anecdote qui me semblera significative et me permettra ainsi de continuer la longue farce. Par exemple, le village où Machado écrit son plus beau poème, ou bien celui où est née la mère de Juan Ramón Jiménez, ou encore celui où Picasso pour la première fois a fait l'amour avec une fille. Comment, à 50 ans, pourrais-je arrêter la farce? Je continuerai à courir sur une voie parallèle à celle où aurait dû se dérouler ma vie. Ce fut et sera une belle vie que la vôtre, avec tous ces voyages, toutes ces belles amitiés.
et tant de légèreté. Et qu'est-ce que t'en sais, toi, de tout ça? Laissez-la parler, Doña Lupe. Elle est si jeune, avec ce visage désespéré de renard. Tu vois, Rosaura, celui qui gagne est un idiot, mais en même temps, toujours perdre, c'est un sacré malheur. Pour la 2e fois, qui ne sera pas la dernière, je me présente ici pour donner des explications de la part de l'auteur. Donner des explications et présenter des excuses. La scène que vous allez voir maintenant sera construite selon les vieilles règles de la scénographie traditionnelle. Ce n'est pas par nostalgie de telles règles que l'auteur s'est décidé à envisager tout ceci, et donc à m'utiliser en lieu et place de la non moins vieille touchante didascalie. Ce qui a poussé l'auteur à imaginer cet épisode, comme s'il se déroulait à l'intérieur du tableau de Ménine de Velázquez, est une inspiration d'espèces mystérieuses qui ne comporte aucune nostalgie pour le vieux théâtre, mais utilise le vieux théâtre, mélangé à la peinture, comme un élément expressif, au sens incertain. L'auteur vous prie donc, pendant une dizaine de minutes, de vous sentir spectateur du vieux théâtre, conçu comme rite social, et de jouir de ce qui a été fait pour votre jouissance. Nós estamos agora em frente ao quadro As Meninas de Velázquez. Eccoci arrivati davanti al quadro Las Meninas. Nous arrivons maintenant devant les Ménines de Velázquez. Vous pouvez allumer votre audio guide au canal 7. L'amour tel qu'on le conçoit chez nous, roi bourgeois, n'est pas pensable sans un sens social. Et nous, épouses du roi bourgeois, nous ne pouvons que le confirmer. En Espagne, l'ordre règne. Est-il possible de penser une autre forme d'amour? Ton père est roi. Mais il est roi comme un pauvre est un pauvre, ou une bête une bête. Reconnais ta vie dans celle des autres, Rosaura, et tu verras qu'elle sera vraie. Vis les amours que vivent les autres, et tu verras qu'elles ne se distingueront pas de la vie. Courage, Rosaura. Ne m'oblige pas à continuer ce chant amébé, pénible et académique. Avoue à ton père que tu es tombée amoureuse de Sigismond. Ceci est un rêve. Tu ne vois pas comme tu es attifé? Le corsage long et étroit, d'un gris parcheminé, comme par de la cire sacrée. Et la jupe avec ses 2 bosses sur les côtés, immensément oblongue, dans sa sévère exagération baroque. Et qu'est-ce que tu as à l'encolure et au poignet de ces longues manches bouffantes? Des fleurs d'un rose qu'on n'obtiendrait jamais, en fanant aucun rouge, ni en enflammant dans sa mémoire la couleur d'une blessure, groseille ou cornouille. Un rose qui est le fantôme en papier du violet devenu orange d'abord, et plongé dans l'aurore ensuite. Son grain est celui d'un vieux suc, d'une huile séchée poncée et comme vue à travers une plaque qui protège les squelettes rosâtres. Nous sommes tout ce que l'on peut être. Tu n'as pas d'autre interlocuteur, petite Rosaura. Si ceci est un rêve, il ne sert finalement à rien d'autre qu'à rendre la réalité plus réelle. C'est dans ce rêve, dans le rêve, que nous te demandons ton aveu. Ce n'est que si tu avoues l'inavouable que nous pourrons parler avec toi, te convaincre de la trahison, et par là te régénérer. C'est la vieille règle du monde où tu es né. La naissance. Quelle extraordinaire source de droit. Et de connaissances. Tourne-toi et regarde le grand espace derrière toi. La grande salle du prince. Que d'air au-dessus de ta tête. Un air gris de poussière royale. Ne vois-tu pas comme même la lumière du soleil qui pénètre avec discrétion dans l'embrasure qu'un gentilhomme obstru de sa silhouette muette est transformé par la richesse de la maison où elle se répand comme à midi? Les 1000 choses palpitantes du palais, où se réalise la richesse au quotidien, nous ont tous repoussés ici. Dans cette grande salle au parquet rustique, en un événement fortuit. Regarde encore quel absolu nous dispose ici dans cet espace. C'est la richesse qui accomplit ces miracles. Interroge la petite Doña Maria Agostina Sarmiento, qui te tend une burette de ce rose sacré, comme un fantôme de langouste où le rouge régule sa propre disparition. Interroge la petite Doña Isabella de Velasco, qui se tient dans son coin la bouche ouverte derrière toi, exprimée par les bleus de l'aurore. Interroge la naine au visage aplati, Maria Barbota. Et le nain, Nicolásito Pertisato. Qui sont finalement les vrais protagonistes de tout cet événement fortuit. Et qui, parce que monstres, et bien que délicats dans la lumière, manifestent en surface la monstruosité cachée et embellie au fond. Interroge les guardadamas, Dame Marcel de Ulloa. Interroge le maréchal du palais, parent du peintre José María Velázquez. Et Diego Rodríguez Velázquez lui-même. Oui, interroge l'auteur,
impliqué lui aussi dans le monde de notre richesse. Quand bien même il regarde le tableau de l'extérieur, il en est. Tous ces gens-là pourront témoigner pour nous. Donc tu ne veux pas avouer? Nous ne pourrons pas te convaincre donc que Monsieur Sigismond, que tu aimes, ne peut être aimé par toi. Parce que aucun sens social ne pourra jamais inclure cet amour. Sigismond, en fait, est un antifasciste qui a vécu en exil, fiché en résidence surveillée, en être contaminé par la pauvreté qu'il défend, en trahissant la richesse. Et comme l'a dit ta mère en parlant des Juifs, l'autorité de l'État ferait bien de le coller au mur. Gentil. On se calme, mademoiselle Rosaura. Pourquoi devrais-je me calmer? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ne criez pas, mademoiselle Rosaura. Ne pleurez pas comme ça. Pourquoi ne pas essayer de prier? Où suis-je? Je suis dans le tableau? Mais vous le savez bien où vous êtes. Non, je ne le sais pas. Je ne le comprends pas. C'est quoi ce tableau? C'est un couvent? C'est une maison de santé? C'est un asile? C'est une prison? Vous faites toujours semblant de ne pas savoir, mademoiselle Rosaura. Mais le Seigneur, même ce que vous ne voulez pas, il le lit, lui, au fond de votre cœur. Au secours! Au secours! Je veux sortir d'ici! Au secours! Au secours! Je ne veux pas prier. Prier me fait horreur. Au secours! Par pitié! Je n'en veux rien savoir de Dieu, je n'en veux rien savoir. Laissez-moi libre de me passer de lui, au secours! Au secours! Calmez-vous, mademoiselle Rosaura. Il faut la ligoter. Rendez-moi mon corps, c'est à moi. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre où vous voulez. Mon corps est sacré, c'est avec lui que je vis. Vous, monsieur Velasquez, vous, aidez-moi. C'est justement parce que vous avez un corps, ma pauvre Rosaura, que vous pouvez être notre bouc émissaire. Allons, relevez-vous, arrêtez de pleurer. Je vous donne votre liberté. Je vous ouvre les portes de la prison, ou de la maison de santé, ou du couvent. Servez-vous du mot que vous voulez. Retournez dans le monde. Je vous invite à poursuivre votre visite dans la salle suivante, sur votre gauche. A proseguire la visita nella sala successiva, sulla vostra sinistra, grazie. Rosaura? Comment es-tu arrivée jusqu'ici? Un miracle m'a délivrée du lieu où j'étais enfermée. Et je me suis mise en route. Je les connais, ces miracles. Qui peut te délivrer de la tour? Personne d'autre que le père, Basilio. Et le pas des tueurs est si léger que la victime à qui on veut faire croire qu'elle est libre ne l'entend pas. Ainsi, elle peut pas se retourner et voir derrière elle le jeune blond ou le jeune brun. Appelons-les Leukos et Meleinos, le lumineux et l'obscur. Au nom d'un insondable sentiment, ils ont décidé que leur honneur était dans la loyauté, leur virilité dans l'obéissance, et ont fait un pacte à égalité avec le patron. Non, ce ne sont pas des tueurs qui m'ont libérée, mais Velasquez, un rebelle vaincu, comme tu l'es toi. Comme tu es devenu adulte et dur, comme ta petite frimousse de lune exprime certitude et amertume. J'ai appris quelque chose, don Sigismond. En brisant les chaînes de ta naissance? Naissance, dites réveil, d'un rêve dont je ne me rappelle pas. Je sais. C'est comme ça que ton mal a commencé. Mais pourquoi me parlez-vous d'une voix si douloureuse? Et avez-vous perdu toute votre légèreté? Dans tes mots, il y avait au début des expressions d'admiration presque filiales. Ensuite, petit à petit, ils sont devenus de véritables mots d'amour. C'est comme ça, Sigismond. Non seulement je ne peux pas t'aimer, Rosaura, mais tu ne peux pas m'aimer non plus. Pourquoi? Pourquoi? Ne crie pas ce pourquoi avec tant de courage. Dis-moi plutôt comment tu m'aimes. Je ne sais pas, puisque c'est la première fois que j'aime. Pourtant, il faut que je le sache. C'est mon corps ou mon âme que tu aimes de moi? Tout, don Sigismond. Donc tu voudrais te marier avec moi? Oui. Et avoir des enfants? Oui. Mais est-ce que tu sais, Rosaura, comment cela arrive? Et ma mère et ma sœur soutenaient que les enfants naissaient sous une plante. Ma mère disait une rose, ma sœur un chou.
Mais moi, j'y croyais pas. Non, je sais qu'ils naissent par le corps de la mère. Et maintenant, dis-moi, Rosaura, tu soutiens qu'outre mon âme, tu aimes mon corps. Mais tu sais que le corps de l'homme est différent du tien, de celui d'une femme. Bien sûr que je le sais. Et c'est pour ça qu'on peut faire l'amour. Tu m'aimes donc aussi pour cette partie de moi, de mon corps, qui sert à faire l'amour. Oui, je crois vous aimer aussi pour cela. Et je sais Sigismond comment c'est fait. J'ai vu Pablito nu quand il était enfant. Mais je sais qu'ensuite, quand l'homme devient grand, ce membre croît et s'ouvre, s'effeuillant comme une rose ou une pomme de pin. Je vois que sur ce point, tu es suffisamment informée. Rosaura, tu dois te préparer à une nouvelle qui te donnera à la fois une grande douleur et une grande joie qui s'annuleront l'une l'autre, te laissant probablement sans voix, comme précipité dans le noir. As-tu jamais entendu dire qu'il y avait une guerre civile en Espagne, à l'époque où tu devais encore émerger des ténèbres à cette vie? Bien sûr que je le sais. Et alors? Moi, dans cette guerre, j'étais avec les pauvres contre les riches, avec les ouvriers et les paysans contre les prêtres et les bourgeois. Ça a très mal tourné. Je le sais, Sigismond. Et c'est aussi cela que j'aime en vous. À l'époque, j'étais un peu plus qu'un enfant. Tiens, comme aujourd'hui Pablito. Et ta mère avait mon âge. Nous allions à la même école et nous étions fiancés. Pour rire. Mais notre amour était vrai. Nous devions le comprendre plus tard. Nous nous aimions et en plus, nous avions les mêmes idées politiques. Alors, nous étions deux fiers républicains. Nous aimions les anarchistes et les communistes comme des frères. Ah, quelle chose splendide sur la terre que cette Espagne aux mains de son peuple. Et puis, tout s'est terminé avec notre défaite. Alors bien sûr, j'aurais pu retourner à Madrid, revoir ma fiancée, pardonner, reprendre mes études, c'est-à-dire entrer dans la vraie vie. Comme tu le sais, je ne l'ai pas fait. Je n'ai plus revu ta mère enfant. Les années ont passé, une autre guerre a éclaté et c'est terminé. Une fois encore, j'ai survécu. Est-ce que je te raconte un rêve? Et, mu par une terrible nostalgie, je suis revenu, clandestin, en Espagne. Qui ai-je cherché tout de suite dans la vieille Madrid, où j'irais seul comme un bouc émissaire, échappé au bourreau? Qui sinon ta mère? Mais qui ai-je retrouvé ensuite à la place de ta mère? Une femme inconnue, pour qui 15 ans de plus était un siècle d'ordre et d'ennui. Doña Lupe, une vraie noble espagnole, sans principe et sans but, encombrée d'ancêtres, la plantée au centre de la vie. Voilà pourquoi tu as pu l'entendre affirmer « Oh, Himmler a bien fait d'exterminer 6 millions de juifs et autres gens pareils indignes de vivre. » En la retrouvant ainsi, je l'ai violée. Oui, cette chose que tu imagines en forme de sublime pomme de pin ou de rose magnifique qui s'ouvre le matin et avec laquelle le mari féconde l'épouse d'enfants bénis, je l'ai imposée à ta mère par haine et par vengeance, ou au nom d'un amour qui ne voulait plus se nommer ainsi. Mais cela n'a pas empêché qu'une créature ne naisse. Je t'avais averti que cette histoire romanesque allait te laisser comme perdu dans le noir. Ça au moins il faut le croire, car la douleur allait étouffer la joie, et la joie, la douleur. Tu es cette créature, et moi, je suis ton père. Tu vois? Il n'y a plus rien à dire. Tu es libre de ne plus m'aimer, et c'est ce que tu devrais faire, je pense. Ou bien même de m'aimer encore. Je voudrais vous aimer encore. As-tu jamais lu à l'école cette pièce de Calderon qui s'appelle « La vie est un songe » ? J'en ai seulement entendu parler. Il y avait un roi, un prophète, qui avait lu dans le futur que son fils, Sigismond, comme moi, le hasard, tu vois, le tuerait. Il le fit alors enfermer dans une tour, enchaîné, le tenant éloigné de la vie comme un monstre. Mais un jour, le roi se repentit. Et il voulut faire une expérience pour vérifier ses prophéties. Il fit libérer son fils. Après l'avoir fait endormir profondément avec de légendaires narcotiques, il le fit se réveiller au palais royal, dans un lit extraordinaire, tout de lin et de brocart. Pour Sigismond, cela était un rêve, évidemment. Dans le rêve, cependant, il vit une femme dont il tomba amoureux. Le rêve devait avoir une fin,
Et de fait, Sigismond, endormi, fut de nouveau enfermé dans sa tour. Le rêve devait avoir une fin, mais non cet amour. Dans le nouveau rêve, un sentiment persistait. Vous avez écouté le premier acte de Calderone de Pier Paolo Pasolini, interprété par la troupe de l'atelier théâtre italien en langue française La Mascaretta, UFR d'études italiennes, Sorbonne Université. Traduction Michel Fabien. Adaptation, direction artistique et mise en scène Stéphane Miglierina. Assisté de Lucie Comparini. Musique originale Mattia Pastore. Montage Tristan Rollo. Avec Gauthier Basset, Audrey Cadieu, Martina Caruso, Bastien Corbellini, Madi Delfieux, Noélie Dujani, Inès Guerrero, Anaël Kersulek, Lina Lashgar-Jamé, Juliette Libert, Sarah Morer, Diana Moani-Morassa, Clara Pasquier, Tristan Rollo, Anna Cafas, Marine Sportiello, Malwanga Déborah, Bunga Sarah. avec le soutien d'Olivier Jacquet, du service culturel de Sorbonne Université et de l'association Sorbonne Idea.